Les débats avec vous sur Sud Radio, matinée bien dynamique ce matin, avec Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc, vous êtes là, vous êtes à Marseille avec nous. Bonjour, non, il n'est pas là. Lamia El Haraj, bonjour, vous êtes député de Paris et porte-parole du PS. Et vous avez peu dormi puisque vous étiez à l'Assemblée cette nuit. Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et co-président d'Opinion Valley. Vous êtes monté à la capitale aujourd'hui. Oui, exact. Oui. Et Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. On va débattre et commenter l'actualité. On va parler du pass sanitaire prolongé et du secret médical dans les écoles. Vous allez nous parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée cette nuit avec un amendement passé totalement subrepticement qui autorise les directeurs d'école à avoir accès au dossier médical des élèves. On va y revenir dans un instant. Zemmour versus Schiappa. Les médias sont-ils devenus fous? Est-ce que Zemmour rend tout le monde fou? Et puis 67%, ce sondage, 67% des Français qui s'inquiètent du grand remplacement. Commençons avec ce tour de table, coup de cœur, coup de gueule. Judith, coup de gueule? Un coup de gueule contre le pape. Oh, comme vous y allez. Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce pauvre François? Je pourrais intituler mon coup de gueule « Rendez à César », vous savez, selon la fameuse formule. Eh bien, le pape François, au cours d'une rencontre internationale des mouvements populaires, le 16 octobre, a appelé à dépasser les modèles économiques fondés sur le marché, sur la liberté des échanges. Il a dit en toute modération et avec un grand sens de la nuance, ce sont des systèmes écocides et génocidaires. Et il a dit tout ça au nom de Dieu, chose qu'il a répété 10 fois pendant son homélie. En demandant entre autres choses un salaire universel et la réduction du temps de travail. Comme chacun sait, le pape est un économiste distingué, tellement distingué qu'il ne sait pas que depuis 40 ans, grâce à la libéralisation des échanges et au capitalisme, l'extrême pauvreté, qui devrait être son souci principal, sans vouloir lui donner des leçons, a reculé de 40 à 10% de la population mondiale, au moment même où la dite population augmentait de 50%. Et il parle de la crise du Covid en disant c'est 20 millions de personnes de plus en insécurité alimentaire, ce qui est tout à fait vrai, sauf que ces 20 millions de personnes, pourquoi sont-elles touchées par l'insécurité alimentaire? Précisément parce que la Covid a ralenti, sinon paralysé les échanges. Bien sûr. Voilà. Donc, merci le pape. Donc, moi, je suis pas pontifolâtre, hein. Je suis pas un fanat du. Ouais, c'est ça. Je fais le logisme. Je suis pas un fanat du pape, mais est-ce qu'il n'est pas dans une ligne? Avoir une lecture économique par religieuse, ça me semble pas scandaleux. Je veux dire, Jésus qui chasse les marchands du temple, c'est aussi une lecture économique de certaines choses. Donc, moi, je trouve que sa lecture, c'est pour ça que je commençais par Rendez à César. Vous savez, c'est le principe. C'est exact, mais que chacun s'occupe de ses oignons. Mais la religion peut aussi juger l'économie, ou l'économie peut aussi juger la religion. Oui. Enfin, moi, et on peut aussi dire que le pape dit d'énormes bêtises du point de vue économique. Vous en pensez? Vous avez un avis? J'ai pas bien saisi. Il a dit quoi exactement? Qu'est-ce qui vous choque en fait dans ce qu'il dit? Parce que je trouve rien de scandaleux dans ce que vous racontez. C'est qu'il dit que le système du libre-échange et la mondialisation, qui ont des défauts évidemment, sont des systèmes écocides et génocidaires. Écocide, ça on peut pas dire le contraire. On peut difficilement le nier. Aujourd'hui, quand on voit l'urgence climatique et quand on voit la déforestation, par exemple, s'il fait référence ne serait-ce qu'à ce qui est en train de se passer en Amazonie, je crois qu'on peut globalement considérer qu'il y a un danger réel qui est lié au libéralisme et qui est lié à ce libre-échange. Alors, après, on peut quel est le système non libéral qui a préservé mieux l'environnement? Je ne dis pas que le système est parfait. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui l'environnement il est préservé? Non, je considère qu'il est mieux préservé avec notre système actuel qu'il ne l'était dans les pays totalitaires, communistes par exemple, pour ne pas les citer. Oh, mais ça, c'est une page de l'histoire. Les pays totalitaires ont disparu, le libéralisme est total. On parle de choses qui n'ont rien à voir, en l'occurrence. Si, on parle de système humain et économique. Jean-Luc Benamias. On dit Marseille. Le pape n'est pas vraiment mon maître à penser. Mais quand tu dis des choses comme celle-là, je ne suis pas très original, mais ça me paraît assez juste. Bon. Judith, le monde industriel, qu'il ait été de capitalisme d'État
comme l'Union soviétique ou la Chine aujourd'hui, ou qu'il ait été mon industriel du libéralisme, évidemment, n'a pas fait vraiment beaucoup de bien à l'environnement. Il n'y a pas beaucoup de différence entre ces deux notions. Oui, d'accord. Il y a très peu de différence. L'industrialisation a commencé avant l'invention ou la naissance du socialisme. Ok, voilà. Après, le pape, c'est pas la première déclaration que fait le pape. Celui-là en fait plus que d'autres, c'est vrai. Voilà, mais bon. Ça me choque pas, moi. Ça vous choque pas. Bon, en tout cas, c'est dit. Vous, Jean-Luc, c'était un coup de gueule ? Oui, c'est un coup de gueule. C'est sur les AESH. Alors, c'est quoi les AESH ? C'est les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Rien que le titre, d'ailleurs, accompagnant d'élèves en situation de handicap, me paraît minoriser le travail que font ces personnes. Alors, chacun le sait, hein, elles ont manifesté nombreuses, mais surtout nombreuses, ces derniers jours, que leur statut est totalement précaire. Or, l'aide qu'elles apportent aux élèves en situation de handicap, je pense aussi aux autistes qui sont en situation de handicap, demandent une permanence. Or, d'après ce que j'ai compris, ça tourne tout le temps. Elle s'occupe de certains élèves, puis un autre jour, c'est d'autres élèves. Or, ces élèves-là, particulièrement, ont besoin d'un suivi permanent. Suivi permanent avec l'aide, évidemment, des enseignants et des enseignantes qui ont aussi besoin de cette aide-là. Oui, non, mais vous avez raison. Et ça fait. Le problème, c'est que ça fait des années que ce sujet existe et qu'il y a eu des progrès, mais c'est totalement insuffisant. Je rappelle le salaire, salaire moyen. Le revenu moyen, c'est 800 €. Oui, absolument. Non, mais vous avez totalement raison. On va marquer une pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité avec vous. Les débats sur Sud Radio avec vous, avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Lamia El Harraj, bonjour. Vous êtes vous êtes député de Paris et porte-parole du PS. Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley. Et Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Le pass sanitaire prolongé, quid du secret médical dans les écoles, Zemmour versus Schiappa. Zemmour hier au salon Millipol qui a occupé toutes les chaînes d'infos, les JT, toute la journée. Les médias sont-ils devenus fous ? Et puis 67% des Français s'inquiètent du grand remplacement. Continuons notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Jérôme Ripoul. Oui, alors moi c'est aussi un coup de gueule. Décidément, on n'est pas très originaux ce matin. On n'a pas beaucoup de coups de cœur, mais moi mon coup de gueule c'était sur la sortie du livre de François Hollande. Et son retour médiatique. Alors il vient de sortir Affronté. Moi je trouve que c'est un peu effronté parce que des présidents comme ça qui sortent en permanence de leur retraite, qui se mettent en avant, on ne voit ça qu'en France. Nicolas Sarkozy, François Hollande, etc. Vous voyez pas ça en Espagne, vous voyez pas ça en Angleterre, vous voyez pas ça en Allemagne. Il y a quand même une mise en retrait qui doit se faire, et je trouve que ce livre, il est méchant, il est mesquin, c'est des petites phrases, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus mauvais chez François Hollande. Il attaque, il attaque Montebourg en le traitant de Zorro Zozo. Enfin, c'est d'une bassesse absolue. Il dénigre la candidature d'Anne Hidalgo, dont vous savez que c'est pas ma candidate préférée. Donc, je trouve ça, mais c'est absolument, c'est minable. Et puis la responsabilité, on l'a un petit peu évoqué hier, la responsabilité qu'il a aujourd'hui sur l'état dans lequel se trouve le PS. Peut-être que vous pouvez répondre. Vous en pensez, ou Joker, vous en pensez quoi de ce Non, j'ai pas retour de Joker, j'ai pas lu le livre. Pour l'instant, j'ai vu effectivement qu'il y avait un certain nombre d'extraits qui commençaient à être publiés. Là où vous avez raison, c'est que il y a une sortie de retraite assez régulière d'un certain nombre de présidents de la République pour des raisons différentes. Nicolas Sarkozy, c'est pour des condamnations. François Hollande, c'est pour des livres. Bon, le fond est quand même différent. Sarkozy voulait se représenter quand même. Sur son livre, il fait des livres aussi. Sarkozy publie des livres aussi. Je l'ai pas lu. Après, ce qu'il a dit, vous avez entendu ce qu'il a dit quand même. J'ai entendu ce qu'il a dit. C'est un peu plus pondéré que ce que vous dites là. Mais les candidatures lilliputiennes. Enfin, vous soutenez Anne Hidalgo. Je suis plutôt d'accord avec vous. C'est pas très bienvenu. Et dans le contexte, je crois qu'il faut un tout petit peu d'humilité et puis permettre à ceux qui ont envie de se battre dans le cadre des élections qui arrivent, de pouvoir le faire. En tout cas, c'est pas fini, les élections sont pas finies. C'est ce qu'on fait avec Anne Hidalgo. Judith. Alors, j'avoue ne pas l'avoir lu non plus. J'ai vu quelques-unes des formules. Il
est spécialement sévère, je crois, avec Emmanuel Macron, dont il dit c'est des états généraux permanents, mais ce n'est jamais la révolution. La révolution, c'était le titre du livre de campagne d'Emmanuel Macron quand il était candidat. Ce qui est très gênant, c'est que sur la plupart des sujets qu'il a évoqués, qu'il évoque dans son bouquin et dont il parle dans les interviews de promotion, il est dans le tout et son contraire. Exemple, il parle de candidature lilliputienne pour la gauche en disant que le morcellement, c'est le suicide, mais quand on lui demande s'il faudrait un rapprochement ou un désistement d'Hidalgo en faveur de Jadot, il explique que c'est absolument impossible parce qu'il y a des divergences de fond. Qu'est-ce qu'on fait Mais comment vous le comprenez, ce livre? Parce qu'il dit que non, il ne veut pas revenir, ou en tout cas ses proches disent qu'il n'envisage pas d'être un recours. Je pense qu'il a beaucoup souffert et que finalement les grandes douleurs ne sont pas aussi muettes que ça. C'est joli ça. Et qu'il ne se remet pas de ne pas avoir les commentaires. Alors Jean-Luc, peut-être un mot? Benamias? Il y a une chose déjà, c'est que vous considérez qu'ils sont en retraite. Mais ils ne sont pas en retraite. En tout cas, eux ne considèrent pas qu'ils sont en retraite. Je parle de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Donc, ils comptent toujours, ils essayent toujours de jouer un rôle dans la vie politique. Ils ne sont pas très attendus pour les raisons qu'on connaît. Pour François Hollande, c'est parce que il est parti relativement de manière basse. Et pour Nicolas Sarkozy, j'en rajoute pas sur l'ensemble des procès qui continuent. Donc, mais voilà. Après, moi, je ne l'ai pas lu non plus. Ça me passionne pas plus que ça. Je suis pas sûr que les 50 000 ouvrages s'écouleront, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais comme l'a rappelé Valérie, Nicolas Sarkozy en a écrit aussi pas mal. Et alors, l'incroyable quand même, je termine là-dessus, c'est que ces bouquins se vendent pas mal quand même. Ça dépend. Je crois que celui d'Anne Hidalgo peine un petit peu. Non, mais je parle des anciens présidents. Des anciens présidents, oui, c'est possible. Mais ce serait intéressant de voir celui-là, parce qu'il est sorti à 50 000 exemplaires. Je suis pas sûr qu'il soit écoulé. Je suis pas sûr non plus, Jérôme. Dans le prolongement de votre coup de gueule, c'est Pierre Moscovici ce matin qui, dans le Parisien, dit il faut dire la vérité aux Français, mais sur l'économie. Mais enfin, qui est Pierre Moscovici? On rappelle président de la Cour des comptes. Président de la Cour des comptes. Non, mais surtout. Je le dis pour les auditeurs. D'où il vient, il a été aux affaires. Il a quand même été ministre, donc dire la vérité sur l'économie, ministre du budget. Je crois quand même qu'il y a un petit sujet, si je peux me permettre, actuellement dans le débat qu'on a sur le projet de loi de finances, et peut-être plus globalement, on a France Relance 2030 qui... On peut se dire qu'il y a de l'argent qui arrive d'un peu d'on sait où et qui est distribué de façon assez importante. Peut-être que c'est plutôt ça qu'il visait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la facture, elle va devoir être réglée. Non, parce qu'il distribuer des milliards, c'est un peu parce qu'il approuve le plan. Au contraire, il trouve ça très très bien. Oui, il trouve ça bien. Il a été, toujours est-il, la question, c'est même pas de trouver bien ou pas. C'est comment est-ce qu'on paye à un moment. Cet argent-là, elle n'arrive pas de nulle part. Pierre Jean-Luc Benamias, je vous rappelle, a été commissaire européen. Il sait très bien d'où vient l'argent. Aujourd'hui, une grande partie de l'argent vient du Conseil européen et de l'Union européenne. Oui, donc il le sait. Une partie, seulement. Une partie importante, Jérôme. Important. Alors, je vais vous donner la parole dans un instant, Lamias, pour votre coup de gueule. Moi, je voulais attirer l'attention de nos auditeurs sur, alors évidemment, je vais encore faire réagir beaucoup de gens, sur ce qui se passe au Brésil, dont pas grand monde ne parle, à savoir le protocole Raoult. Donc, je rappelle que Didier Raoult est en promotion en ce moment sur de nombreuses antennes où il n'a jamais de contradicteur. Il n'accepte pas d'avoir en face de lui quelqu'un, comme souvent les gens qui vont dans le sens de Didier Raoult, il n'accepte aucune contradiction, aucune question. Donc, le protocole Raoult, au cœur du scandale d'un laboratoire de l'horreur, c'est au Brésil, ça s'appelle Prevent Senior, et donc des centaines de victimes, des centaines de gens ont été victimes de ce protocole, sont morts. Des médecins accusent des hôpitaux privés d'avoir mené une étude expérimentale relayée notamment par Didier Raoult à base d'hydroxychloroquine à l'insu des patients concernés. C'est un scandale assez important au Brésil. On demande à ce que le fait
le Sénat a demandé à ce que Bolsonaro se comparaisse, ou en tout cas, il y a une commission d'enquête parlementaire qui demande l'inculpation de Bolsonaro. Et c'est vrai que ces expérimentations posent quand même question. On se demande aussi ce qui a pu se passer en France, parce que c'est aussi ce qu'on a reproché à Didier Raoult, c'est-à-dire d'avoir mené des études, d'avoir fait des expérimentations sans aucun cadre. Et je crois que vous vouliez réagir sur le sujet, oui, Lamia El Harraj. Il y a deux choses. Didier Raoult, il a d'abord exercé en France, et je rappelle quand même, alors dans un contexte qu'il faut recontextualiser, parce que c'est vrai que au moment où cette crise démarre et ce virus arrive, on ne le connaît pas, on ne sait pas ce qu'il en est. Et donc il fait partie des scientifiques plutôt reconnus, même s'il est décrié, qui proposent une démarche expérimentale qui est celle de l'hydroxychloroquine. Très vite, il s'avère que cette expérimentation est plutôt mal embarquée, on va dire, et fait preuve d'un certain nombre de limites. Et en dépit de cela, on a le président de la République, si vous vous souvenez de cette scène qui était quand même assez hallucinante à l'époque, qui se déplace à Marseille et qui, en dépit d'un certain nombre d'avis scientifiques très étayés dénonçant les comportements de Didier Raoult et ce protocole expérimental, dit que lui fait confiance. C'est absolument stupéfiant, et je crois que c'est ce qui s'est effectivement passé au Brésil avec Bolsonaro, qui est quand même dans une dérive très autoritariste, très conservatrice, et qui met en danger clairement les gens. Et aujourd'hui, pour information, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale dont l'examen démarre, il y a un budget dédié à un certain nombre de protocoles expérimentaux faits dans les hôpitaux sur des médicaments à service médical rendu insuffisant. Concrètement, c'est des médicaments qui ne servent pas à grand-chose, qui a été augmenté sur la base de ce qu'a pu déclarer Emmanuel Macron sur le protocole hydroxychloroquine. Et je crois que ça doit collectivement nous inquiéter. Oui. Judith. Oui, alors Valérie, vous parlez des pro-Raoult, de leur intolérance et de leur imperméabilité. Non, on peut rendre la... Voilà, et dans la chronologie, il faut quand même pas oublier que vous dites, Madame la députée, que très rapidement, l'inefficacité du traitement hydroxychloroquine, azithromycine a été démontrée. Non, ça n'est pas vrai chronologiquement, pour deux raisons. D'une part, parce que très vite, il y a eu des préventions au ministère de la Santé autour d'Olivier Véran qui font qu'il a fallu attendre pour que le protocole Raoult soit testé en tant que tel par une enquête sérieuse donc extérieure au système Raoult, indépendante, mais extrêmement longtemps. Qu'entre-temps, The Lancet, revue médicale au prestige international, a publié une étude sur les ravages du protocole Raoult, dont on s'est aperçu qu'elle était complètement bidon, mais bidon à un point qu'on n'avait jamais vu. C'est-à-dire que la personne la plus connue de la boîte qui était censée avoir fait l'étude était une ancienne call girl. Vous voyez le niveau. Et le lendemain de la publication de cette étude, Olivier Véran dit, c'est très bien, donc on interdit la prescription du protocole Raoult aux médecins de ville. Il n'y a plus que Raoult qui peut le prescrire. Et quand la supercherie, énorme supercherie du Lancet éclate au grand jour, croyez-vous qu'Olivier Véran fait des excuses en disant « Ah, je me suis peut-être prononcé un peu vite ». Non. Alors, regardons... Oui, mais enfin, de Lancet, c'est indépendamment de cette histoire. Qu'est-ce qui a prouvé Didier Raoult avec son protocole ? On peut être énervé par le phénomène Raoult, mais il ne faut pas... C'est pas le phénomène, c'est pas le personnage. C'est la façon dont il a testé et qui n'a rien prouvé, et que personne n'a réussi à prouver que cette combinaison fonctionnait. Nulle part. Nulle part. Oui, et de surcroît, et Madame la députée est pharmacienne, donc elle pourra le dire mieux que moi, l'hydroxychloroquine, on savait quand même qu'il y avait des effets secondaires. Donc ça, je ne parle pas des résultats sur la maladie, mais on sait que c'est un médicament qui provoque des effets secondaires. Donc, c'est tout. Je voulais juste attirer votre attention sur ce qui se passe au Brésil. C'est vrai qu'il y a eu un peu de parano des deux côtés, c'est évident. Absolument. On va revenir dans un instant et on aura votre coup de gueule qui va nous emmener sur l'affaire du pass sanitaire. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. On est ensemble jusqu'à midi, vous le savez. Lamia, donc vous aviez un coup de gueule qui va nous emmener sur notre premier débat qui concerne le pass sanitaire. Vous étiez, je le rappelle, vous êtes député à l'Assemblée cette nuit.
C'est ça, tout à fait. Donc moi je suis députée, j'étais responsable pour le groupe socialiste sur ce projet de loi sanitaire. Et donc ce matin, je vais vous partager un coup de gueule qui est celui qui concerne le pass sanitaire, et ce sur 2 sujets majeurs selon moi. Le premier, sur la question du fond, on est quand même sur une mesure de restriction de liberté, une des plus importantes qui ait pu être adoptée en temps de démocratie. On s'y était opposé pour notre part dès le mois de juillet dernier. Et là, on vient, je dirais, dans un délai extrêmement restreint, puisqu'on a eu le texte mardi dernier, alors qu'il nous est annoncé depuis le mois de juillet, d'adopter cette mesure jusqu'au 31 juillet 2022. Donc là, on arrive sur la question de forme, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe en avril prochain, en juin prochain? Il y a accessoirement juste des élections majeures pour notre pays, la présidentielle et législative. Et là, on a un gouvernement qui considère que de façon très autoritaire, il va adopter des mesures qui vont courir jusqu'au 31 juillet 2022. Ça, c'est sur le premier point. Ensuite, sur la question d'un amendement dont on parle beaucoup depuis ce matin, qu'on a vu arriver vers minuit 45 à peu près dans l'hémicycle, donc autant vous dire que c'est quand même assez ubuesque sur la forme, un amendement du gouvernement qui demande aux directeurs d'établissement de vérifier le statut vaccinal de leurs élèves. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que le secret médical, on s'en fout, et ça veut dire qu'on considère que les directeurs d'établissement et les enseignants doivent désormais savoir si leurs élèves sont vaccinés ou pas. Mais pour faire quoi? Je croyais qu'il n'y avait pas de passe sanitaire dans les écoles. Donc tout ça, ça a été fait évidemment sans concertation avec le corps enseignant, sans considérer qu'à un moment, les enfants potentiellement, ils ne sont pas vaccinés, puisqu'aujourd'hui, pour les moins de 12 ans, la vaccination n'est pas obligatoire. Mais de toute façon, la vaccination n'est pas obligatoire en France. Donc on demande aux gens de dire il faut un pass sanitaire pour pouvoir vivre, parce que les activités du quotidien aujourd'hui ils sont soumises. En revanche, les tests deviennent payants et on vous dit pas qu'il faut vous faire vacciner de façon obligatoire. Tout ça, c'est de l'hypocrisie, dans un calendrier extrêmement contraint. Je vous avoue que, au-delà du fond dont on peut débattre, sur la forme, franchement, je nous alerte collectivement sur ce qui est en train de se passer. On ne peut pas rester dans un régime aussi autoritaire, ce n'est pas possible. Beaucoup de gens... C'est vraiment passé en catimini, c'est-à-dire que ça a été ajouté... Minuit 45, et quand on demande au ministre de rendre des comptes, de nous dire est-ce qu'il y a eu concertation, est-ce qu'il y a eu des échanges, quels sont les avis, notamment du conseil scientifique, quel est l'avis du ministre de l'Éducation, accessoirement, qui était quand même hier, des morts, il ne nous répond pas. Il ne nous répond pas. Ah, il y a un progrès. Donc, parce qu'avant, si vous voulez, il nous insultait. Je ne reviendrai pas sur les débats précédents. Mais ce qui se passe hier à 1h du matin, pardon, je finis juste là-dessus. Il y a des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron considérant qu'il était libéral. Bon, on peut discuter du fond. Libéral sur les questions économiques et libéral, il n'a jamais été socialiste. Et libéral sur les questions, je dirais, des libertés. Aujourd'hui, on découvre qu'il est effectivement très libéral sur les questions économiques, mais qu'en revanche, sur les questions de liberté fondamentale et sur l'état de droit, il est extrêmement conservateur. Et moi, ça m'inquiète vraiment beaucoup. Il y a combien de députés à l'Assemblée cette nuit ? Il y a combien de députés ? Alors, je ne saurais plus vous dire exactement dans le détail. Il me semble qu'on était à peu près 300. Il y avait du parce monde que ça s'est passé. Ah oui, il y avait beaucoup de monde. Il y avait une mobilisation qui était importante. Il était quand même 1h du matin. Il y a eu beaucoup de députés qui étaient mobilisés parce que ce qui se passait était extrêmement grave. Et il faut savoir que le pass sanitaire a été sa reconduction, le régime d'exception dans lequel on s'inscrit depuis maintenant 3 ans, a été voté à 10 voix près. Oui, il faut dire aussi qu'il y a eu des voix dissonantes, y compris à l'intérieur de La République En Marche. Paco Monrupin, qui est un député LaREM Paris, a fait adopter un amendement qui va tomber, je pense, dans la suite du débat. Mais enfin, il est tombé ça y est, déjà. Il est tombé, demandant que le pass sanitaire soit soumis à des conditions géographiques et pas à tout le territoire. Qu'il faille que le taux d'incidence dépasse un certain niveau et que seul dans ces zones seulement, on pourra imposer le pass sanitaire jusqu'en juillet. Donc ça a été adopté à la faveur de je sais pas, C'était en commission en fait. En gros, en commission, il se retrouve majoritaire et évidemment le gouvernement et la majorité de La République En Marche votent comme un seul homme et le fait tomber. Donc le débat existe même au sein de la majorité. Ce que vous racontez est assez sidérant, effectivement. Jérôme Ripoll. Moi, il y a bon, ça fait meilleure réflexion. Je partage complètement votre inquiétude. Et votre colère sans doute aussi sur le maintien de cet état d'exception après les présidentielles. On ne sait pas qui sera élu lors de la présidentielle. Moi, c'est de nature à m'inquiéter. Complètement. Parce que quelqu'un qui arrive et qui a des visées moins républicaines que les présidents qu'on a eu auparavant, ça peut être inquiétant. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, j'aimerais qu'on comprenne tous, parce que moi, je ne suis pas sûr que les auditeurs aient compris ça, parce que moi, je ne le sais pas non plus. Donc, je pense qu'on est à peu près tous au même niveau de désinformation sur ça. Donc, cette mesure qui a été prise pour vérifier le statut sanitaire des élèves,
quelles conséquences ça a? C'est-à-dire que le directeur de l'établissement, comment ça se passe? Quelles sont les conséquences ou pas? Mais si vous voulez, c'est ça justement qui est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'on demande au directeur d'établissement, pour faire simple, de contrôler le statut vaccinal de leurs élèves, notamment s'ils sont cas contact ou s'ils présentent des symptômes. Mais derrière, on ne comprend pas bien ce qu'ils sont censés en faire. Parce qu'aujourd'hui, je le redis, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Et normalement, nos enfants ne sont pas censés avoir un pass sanitaire pour pouvoir fréquenter l'école. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'était favorable à l'obligation vaccinale. Tout à fait, mais on continue de le dire justement parce que là, quelque part, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pour les enfants, à ce stade, il n'y a pas d'études qui sont réalisées, enfin il n'y a pas de demande d'autorisation de mise sur le marché d'extension pour les moins de 12 ans. Donc on n'en est pas là. Moi j'ai posé la question de savoir où on en était pour les enfants de moins de 12 ans. L'Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament, donc la ANSM, va être saisie de presque nous a dit le ministre en décembre, d'une demande du laboratoire Pfizer, comme ça a été le cas actuellement à la FDA, qui est l'agence équivalente aux États-Unis, pour demander l'autorisation de mise sur le marché pour les enfants de moins de 12 ans. Mais à ce stade, on ne dispose pas de données probantes. Savoir que les États-Unis, eux, ont commencé à vacciner les moins de 12 ans. Non, pas encore. La FDA, c'est pas encore prononcé. On attend justement de savoir ce qu'il en est. C'est très inquiétant. Alors attendez, Jean-Luc Benamias, il y a la forme et le fond. Il y a ce que dénonce Lamia El Harraj sur la façon dont les choses se sont faites cette nuit, et peut-être d'une manière un peu générale. Lamia a raison, mais moi je considère depuis le départ que cette histoire de passe sanitaire est une atteinte aux libertés publiques. Et je ne cesse de le répéter, je le dis souvent sur Sud Radio notamment. Maintenant, je vais vous dire une autre chose. Les enseignants n'ont pas d'obligation vaccinale. Et c'est eux à qui on va demander de surveiller les élèves dans le cadre de l'école. On est dans c'est vraiment... Tout ça est totalement... incohérent. Totalement incohérent, mais ça on le dit depuis le départ par rapport à l'ensemble de la pandémie. Mais là, vraiment, de quel droit, même sur une base légale d'un vote au Parlement, les enseignants auraient le droit d'aller chercher dans... le dossier sanitaire des élèves, des familles. C'est le directeur d'établissement. C'est la même chose, le directeur d'établissement est un en même temps, les enfants sont obligés d'avoir des vaccins. Enfin, là, des vaccins obligatoires, Valérie. Des vaccins obligatoires, absolument. Non, mais ce que je veux dire, c'est vous êtes obligé, quand vous rentrez à l'école, de prouver que votre enfant a été vacciné. Et pas au directeur d'établissement. C'est pas la directrice qui surveille ça. L'inscription dans la mairie. D'accord. Et ils sont habilités à pouvoir le faire. Et l'obligation vaccinale est clairement énoncé. Je vous invite à lire le rapport. Hier, le défenseur des droits a fait un communiqué de presse qui est extrêmement clair sur ce sujet et dénonce cette hypocrisie, qui est quand même un organisme indépendant, je le rappelle. Il est édifiant, ce communiqué. Est-ce qu'on peut dire que cette affaire de passe sanitaire est depuis le début bâtie sur un mensonge? Le mensonge consistant à dire mais c'est pas du tout pour obliger les gens à se vacciner, à tel point que le Conseil d'État, dans son avis préalable, a dit OK pour le projet de loi, à condition que ce ne soit pas une façon déguisée d'inciter les gens à la vaccination, alors que ce n'est que ça. Oui, sauf qu'aujourd'hui on a 88%. Vous auriez pu siéger avec moi dans mon groupe dès le mois de juillet, puisque c'est exactement ce qu'on a dénoncé. C'est une hypocrisie. J'ai quelque chose qui me concerne et qui concerne tous les plus de 65 ans. On entend parler, notamment avec le jeune étudiant qui fait porte-parole du gouvernement, que les plus de 65 ans qui ne se pressent pas à aller faire leur 3e dose de vaccination perdraient le pass sanitaire dans les semaines qui viennent. Non, c'est pas... Si. Ça a été dit comme tel par le porte-parole du gouvernement. C'est pas ce qu'a dit Olivier Véran hier. Et donc là, c'est pas ce qu'a dit Olivier Véran, mais c'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement. Alors on en revient à la cacophonie qu'on a depuis le début de cette C'est pas la première fois que des ministres se contredisent. Alors on va marquer une pause et Jérôme Ripoux, je vous donne la parole sur le sujet dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous évoquons ce sujet important du pass sanitaire à l'issue donc de débats hier à l'Assemblée. Cette nuit a donné un premier feu vert au projet de loi vigilance sanitaire avec la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Et puis cet amendement, vous nous l'avez raconté, qui à minuit 45 donnerait la possibilité au chef d'établissement de contrôler la
la vaccination des élèves. Alors Jérôme Ripoll. Une réaction, là où je trouve qu'il y a une forme d'absurdité ou d'incohérence, c'est que il est dit que le directeur d'établissement doit vérifier quand il y a un soupçon, cas contact, etc. J'ai un fils qui est en prépa, donc la prépa c'est dans un lycée. Il est vacciné, il a ses 2 doses. Il a eu des symptômes Covid. Il est allé faire un test. Donc, d'une certaine manière, ce qui a été le juge arbitre, c'est le test, c'est pas le fait qu'il soit vacciné ou pas. Donc là, s'il y a cas contact ou autre, on n'a pas allé chercher le vaccin du gamin ou de la gamine. Ça change rien. Voilà, ça change absolument rien. Donc, et puis je trouve dangereux. On a vu quand même qu'il y avait des passes vaccinaux qui avaient été dévoilés. Ouais. Donc, il faut quand même pas oublier une chose. On est effectivement sur un vaccin qui vient de sortir. Il peut y avoir sur certaines personnes des effets secondaires. On n'a pas à savoir le statut vaccinal des gens, parce que pour des questions actions. Vous mélangez 2 choses. Certes, le vaccin est récent, mais le nombre de personnes vaccinées à travers le monde fait que jamais on a eu de telles conditions de sécurité. Ça arrive, les effets secondaires. Il y a des effets secondaires sur tous les vaccins, y compris sur le BCG, etc. Donc le statut vaccinal. Parce que là, vous reprenez un argumentaire des anti-vax. Pas du tout. La question, c'est mais vous pouvez avoir. On sait très bien qu'il y a des effets secondaires sur des vaccins tout à fait, y compris des décès sur du BCG, du tétanos et compagnie. Donc ça existe. C'est très rare, mais ça existe. Si ça induit, s'il y a des conséquences à long terme, le statut vaccinal de quelqu'un, ça peut être un indicateur. Si vous devez prendre une assurance, etc. Donc c'est pas ça. Qu'on puisse savoir et qu'un directeur d'établissement qui est peut-être pas habilité à avoir ce genre d'informations, parce que qu'est-ce qu'il va en faire ? Je fais confiance aux fonctionnaires de l'éducation nationale, mais enfin, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il va pas dire à tel ou tel ? Je trouve ça aberrant. Ouais, je crois que c'est le sens de l'alerte personnellement que je voulais partager, c'est que tout ça, c'est qu'à un moment, parce qu'on a peur, parce qu'on est en situation d'épidémie, en gros, le gouvernement nous dit qu'on peut tout faire et qu'on peut tout s'autoriser. Or, je crois que la force d'une démocratie, c'est d'être en capacité de préserver l'état de droit, quoi qu'il arrive. Ouais. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est une dérive, vraiment, je le redis, très inquiétante, qui doit nous alerter. Oui, non, c'est surtout, sur l'état de droit, c'est quand même, la définition selon moi, c'est que la restriction de liberté doit être assumée et approuvée par la souveraineté populaire. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on touche jamais aux libertés sous aucun prétexte. Ça, c'est l'état de jungle. Mais l'état de droit, c'est en démocratie, c'est le peuple qui décide avec un pouvoir qui assume de restreindre les libertés. Jean-Luc Benamia assume, ça a été voté. Mais ils ne le feront pas. Tout cela alors que les mesures sanitaires de précaution qu'on rappelle régulièrement sur nos antennes, par les gouvernements, par les différents ministres, dès qu'il y a une fête avec de nombreuses personnes à l'Élysée, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune mesure sanitaire de précaution qui est prise. Les images sont extrêmement parlantes. À ce niveau-là, encore une fois, contradiction qui ne permet pas à la population en général, notamment à ceux qui sont relativement critiques par rapport au pass sanitaire et certains, malheureusement, de mon point de vue, par rapport à la vaccination, ça ne les encourage pas à avoir une grande crédibilité de la parole gouvernementale et ministérielle. Oui, c'est ce qui a été rappelé hier à l'Assemblée par François Ruffin, absolument. De manière très brillante par François Ruffin, oui. Voilà, mais en fait, de toute façon... Très brillante en enlevant son masque pour dire que... Non, il n'enlevait pas son masque, il avait oublié de le mettre. Il avait oublié de le mettre, on lui a demandé de le remettre. Je crois qu'il l'a fait exprès, si je peux me permettre. Oui, c'est possible. Allez, c'est très Ruffin tout cela. Non, mais c'est vrai que... C'était drôle, c'était assez juste dans ce qu'il disait. C'est vrai qu'on voit aussi que le pass sanitaire, je ne sais pas si vous le remarquez, de moins en moins demandé dans les restaurants, les cafés. Je confirme. Lesquels ne sont pas contrôlés, parce que moi je demande systématiquement, est-ce que vous avez été au début. Moi je connais des gens qui ont été contrôlés dans les restaurants, mais c'est vrai que j'ai remarqué depuis quelque temps qu'il n'y avait pas les mêmes quartiers. Voilà. Mais ce matin, moi aussi j'ai remarqué ça. On a pris la commande et pas mon passe. Parlons de ce qui s'est passé hier. Est-ce qu'on doit en parler ? Oui, on doit en parler. Est-ce qu'on parle du fond, de la forme ? Hier, Éric Zemmour
donc était en visite au salon Millipol et il a brandi un fusil de précision devant des journalistes, suscitant l'indignation de Marlène Schiappa. C'est horrifiant, surtout après avoir dit sérieusement vouloir réduire le pouvoir des médias, en gros de braquer des journalistes. Alors, au-delà du geste, est-ce que vous avez été choqué, est-ce que c'est de l'humour ou pas, c'est toute l'après-midi, encore une fois, on a eu les chaînes d'infos sur ce sujet. Alors là, le meilleur bandeau, je crois que c'est quand même, il revient à CNews avec Éric Zemmour joue avec un pistolet. Vous allumez votre télé, vous tombez là-dessus, vous vous dites, ils sont tombés sur la tête quand même. Le stagiaire non, mais c'est pas une gaffe, non, c'était assumé. Un pistolet, non, c'est un peu pistolet. Le stagiaire, c'est sur BFM, pas sur CNews. C'est un sniper, ça s'appelle un sniper. Oui, c'est sniper. Oui, non, moi, je suis un peu... j'ai participé à l'alimentation du phénomène, mais j'ai essayé, en vain, je dois le dire, sur LCI, pour ne pas la nommer, de dire que dans la même séquence, Éric Zemmour avait fait une déclaration, à mon avis, qui méritait beaucoup plus de débat, qui était « La France doit vendre des armes à tout le monde ». Alors j'ai essayé vainement de déplacer le débat. Oui, c'était effectivement quelque chose de plus intéressant. Ça n'a pas marché. Ouais. On se méfie du fond. Non, mais vous avez raison. Là, on n'est pas dans l'émission média, mais c'est vrai qu'il y a une propension à rester sur l'anecdotique, sur, on le voit, c'est un peu le. Oui, il faut dire que Marlène Schiappa a participé. Oui, Marlène Schiappa a beaucoup participé en grimpant au rideau. À ça. Vous savez, je crois qu'elle n'est pas à une indignation Twitter près. Donc l'a mis à la rage. Si elle mettait un peu plus de cœur à l'ouvrage dans les actes plutôt que dans les paroles, bon, on n'en serait peut-être pas. Mais c'est une erreur après, de sa part d'avoir répondu. Oui, j'en sais rien si c'est une erreur ou pas. La vraie question qui doit nous interroger, c'est que cette image, moi je crois beaucoup aussi dans la symbolique, quoi. Et cette image, elle représente quand même quelque chose. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on se dise aussi, c'est qu'on peut pas dire qu'on n'aura pas été prévenu. Et je crois que vous avez raison d'évoquer la question des médias, mais notre responsabilité collective, plus globalement, c'est jusqu'à quand est-ce qu'on continue d'être les idiots utiles de ce qui est en train de se passer. Parce que demain, un Éric Zemmour, et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, demain, un Éric Zemmour au pouvoir, potentiellement, d'ailleurs, on ne sait pas s'il est candidat ou pas, mais en tout cas, il se comporte comme si, et il est traité par les médias comme si c'était le seul candidat. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Moi, je trouve que... Alors, Jérôme Répoul. Sur la symbolique, bon, quand on regarde les images... Un salon de l'armement, vous allez jouer avec des armes. On le voit, il joue d'ailleurs, on le voit bien, et puis il se tourne, effectivement, et puis... En gros, il se comporte comme un gamin de 8 ans. Comme un gamin, c'est malsain, c'est un gamin, c'est malsain, on est d'accord. Pourquoi il vise pas le stand de tir où on voit bien qu'il y a une espèce de fond de parce qu'il a voulu faire une blague. Oui, et d'ailleurs le gars du stand de tir lui dit quand vous serez président, c'est voilà les armes qui vous défendront. Et ça le fait rigoler aussi. Et ça le fait rigoler aussi. Mais ce qui est choquant, c'est que Zemmour vise au sens propre là et au sens figuré les médias dont il est le produit. Qui lui ont donné. Mais si. Et ici, il a un produit des médias. Mais non. Non, mais attendez. Judith, c'est un journaliste. Zemmour est le. Non. Zemmour, il y en a des tas de journalistes. Un chroniqueur. Il y en a des tas. Au départ, moi, je l'ai connu. Je n'en vois qu'un qui soit potentiellement candidat. Il y a 30 ans, je veux dire, non. Vous m'avez pas entendu quand je dis c'est un produit. C'est-à-dire que c'est un journaliste. Il a émargé dans des médias. Et donc, il fait partie des médias. Donc, aujourd'hui, voir quelqu'un qui a été journaliste et qui a eu sa liberté d'expression grâce à son statut, voire dire il faut abattre les contre-pouvoirs, c'est absolument fou. Je trouve que ce retournement qu'il fait sur le milieu qu'il a nourri, dont il a fait partie, c'est absolument fou. Bon, parce que il flingue tout le monde. Enfin, je veux dire, il flingue quand même les médias dont il a fait partie et dont on peut pas dire qu'ils l'ont mal servi. Il flingue les médias. Il parle de la pensée dominante dans les médias, c'est pas les médias. Il a dit il a clairement cité, voilà les contre-pouvoirs, il a dit les minorités, les médias, la justice. Il faut l'enlever le pouvoir. D'accord, il flingue pas tout le monde, pour reprendre votre expression. Il flingue tout ce qui est différent, tout ce qui lui plaît pas, tout ce qui est étranger à ce qu'il considère être sa pensée. Il joue le prédicateur du passé, il agite les haines. C'est uniquement ça qui flingue. On l'entend pas parler des sujets qui intéressent les Français, à savoir la question de l'éducation, la santé. C'est d'ailleurs parce qu'il
il porte quoi comme proposition sur l'économie? C'est parce qu'il n'intéresse pas les Français qu'il est à ce niveau-là dans les sondages. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il n'intéresse pas les Français. J'ai dit qu'il ne parle pas des sujets qui intéressent les Français. Donc il parle des sujets qui n'intéressent pas les Français, moyennant quoi il est à 17% dans les sondages. Alors Jean-Luc, c'est bien une construction médiatique. Mais une construction médiatique, mais si les médias, c'est un peu le produit politique, c'est que les médias font ça parce qu'ils savent que ça fait de l'audience. Pourquoi il y avait autant? Alors Stéphane nous dit ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a autant de journalistes à Millipol, il y a des secrets industriels. Au-delà des secrets, c'est qu'il n'est pas candidat et il y a 15 journalistes autour de lui. Est-ce que Michel Barnier déplacerait autant de journalistes? Est-ce qu'il y a quand même un attrait pour les médias pour Éric Zemmour? Pardon, Jean-Luc. Il y a un attrait. C'est le salon de l'armement, on va dire ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Qui invite? Pourquoi Zemmour est là? Parce que le salon de l'armement avait besoin de pub. Moi, je dis que c'est le type même de ce qu'on appelle le sale gosse. Il l'a montré là. C'est-à-dire qu'il est vraiment ailleurs, quoi. Et je pense sérieusement que dans ce qui se passe aujourd'hui, après des centaines d'heures de médias qu'il a eu, là, il a fait une erreur relativement importante pour sa propre personne. Parce qu'il a montré là qu'il n'était pas vraiment sérieux. Je suis pas sûr. Dans des remarques d'un auditeur, Xavier nous dit: le geste de Zemmour n'est pas une raison suffisante pour hurler au scandale, sauf si c'est fait pour tenter de le dézinguer tellement il fait peur au petit monde politico-médiatique. Chacun sait que quand on a une arme entre les mains, on ne vise pas. Oui. Alors les gens ont dit qu'il n'y avait pas de culasse. Tout le monde le sait. Bien sûr. Ça montre par là d'ailleurs qu'il n'a pas dû faire l'armée quand il devait la faire. Bien vu. Oui. Bon, après... Bien vu, alors qu'il aurait pu la faire. Oui, mais c'est... Non, on ne lynche pas. Je reviens Nicole, on ne lynche pas Éric Zemmour dans cette émission. C'est pas du tout ça, c'est pas du lynchage d'Éric Zemmour. Est-ce que je peux juste ajouter une phrase? Oui, pardon, Eric. Pourquoi Eric? C'est magnifique ce lapsus. Considérer qu'Éric Zemmour est pardon, Judith, une créature médiatique, un produit des médias, c'est passer complètement à côté de la raison pour laquelle il est à ce niveau-là dans les sondages, à savoir les omissions, les mensonges, les erreurs, le déni de réalité de tous les politiques, tout parti confondu. Continuer comme ça le fait grimper. Alors moi, je veux bien répondre là-dessus, parce que je veux bien entendre plein de choses et on peut discuter de tout un ensemble de sujets. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Simplement, je pense qu'il faut pas non plus déformer la réalité. Moi, je crois, pour aller jusqu'au bout de mon propos sur lequel vous semblez me reprendre, c'est que il y a clairement aujourd'hui une situation de tension sociale. Il y a une situation où les gens ont peur. Ils appréhendent l'avenir, ils appréhendent le quotidien. Il y a des difficultés qui sont réelles et qui sont concrètes. Je crois que notre responsabilité, en tout cas, c'est dans cette lignée politique-là que je m'inscris, en tant que décideur politique, en tant que femme politique, c'est de dire comment est-ce qu'on répond à ces peurs via des réponses concrètes, c'est-à-dire de quoi on parle concrètement, et il faut les prendre en compte, il faut les entendre, elles sont légitimes. Moi, je ne crois pas qu'on puisse construire un modèle de société en agitant ces peurs. C'est pas comme ça que moi je raisonne. Je crois que là, on est dans un champ politique qui n'est absolument pas le mien, qui est celui de l'extrême droite, de considérer qu'on va agiter les peurs pour faire un projet de société. C'est pas ma vision des choses. C'est ça que je dis. Mais il vise pas un projet si, il y a un projet de société derrière. Mais là où il est très fort, Lamia, c'est que je pense que c'est vous pouvez pas dire qu'il va pas aborder les sujets, parce que il fait, c'est très écoutez, c'est très fort son truc. C'est-à-dire que en clair, il part du problématique et il dit l'immigration, le grand remplacement, Renaud Camus, etc., des thèses racistes, c'est le problème de la France. Et à partir de là, c'est un débat. Oui. Non, alors, Judith, historiquement, il n'y a pas de discussion. Après, la question, est-ce qu'elle vient des milieux racistes? Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Vous avez tort là-dessus, parce que même le Rassemblement national ne parle pas de grand remplacement. On ne dit pas que le Rassemblement national est raciste. Mais c'est une thèse à l'origine raciste. Et qu'est-ce qu'il dit? À partir de là, voilà mon tronc, et à partir de là vont partir toutes les mathématiques. L'éducation va mal? Le grand remplacement. L'économie, le chômage, le grand remplacement. Donc en fait, il va aborder toutes les thématiques. Et c'est là où il est très très fort, c'est qu'il va aborder toutes les thématiques à l'aune de cette grille de lecture. Et ça, c'est très dangereux. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est qu'il y a un point sur lequel il n'amènera pas le débat, c'est l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il sait très très bien que l'Europe, ça clive. Les Français ne veulent pas sortir de l'Europe. Or, aujourd'hui, pour appliquer une politique qui serait dans les clous de celle qu'il propose, il faudrait rétablir les frontières
au niveau de la France, il faudrait reprendre en main la sécurité nationale, etc. Et donc, il n'abordera pas le sujet européen. Et j'attends qu'on l'interroge là-dessus. On va y revenir dans un instant avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi avec vous sur Sud Radio. Est-ce qu'on continue à parler d'Éric Zemmour? On a un peu dévié du sujet. Moi, ce qui m'affolait, c'est la façon dont les médias, encore une fois, traitent par le petit bout de la lorgnette, sans vraiment qu'il y ait voire même le petit bout de la lunette. Bien visé. Je suis dévouée. Mais ce qu'évoquait Judith, parce que parfois des petites phrases justement qui auraient pu, ce que vous évoquiez, faire réagir sur le fait qu'il ait dit hier il faut vendre des armes à tout le monde. La France doit vendre des armes à tout le monde, oui. C'est ce qu'on fait, hein. Non. Non. C'est très encadré par l'État. Excusez-moi. Non, Jean-Luc, c'est. Vous voulez des exemples? Non, mais Jean-Luc, Arabie Saoudite c'est autorisé par l'État. L'État prend la décision. Mais un spécialiste de l'armement ne peut pas vendre ses armes à n'importe qui. J'affirme que nous les vendons à n'importe qui. On ne le vend pas à des organisations terroristes. Un mot sur on les vend à des États terroristes. Un mot sur Marlène Schiappa tout de même qui réagit. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un mot d'ordre parce que le gouvernement semble quand même très affolé. Ils sont bien embêtés. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe en coulisses? Ils disent quoi? Ils disent qu'ils savent pas affolés. Ils disent qu'ils savsavent pas du tout comment s'y prendre. Non, Macron, c'est pas le prendre. Ils hésitent. Non, alors Emmanuel Macron, d'après ce qu'on me dit dans l'entourage, Emmanuel Macron trouve que ses troupes sont nulles et s'y prennent très très mal face à Éric Zemmour. Ses troupes à lui, pas les troupes de Zemmour. Oui, ses troupes à lui. Lui, il saurait comment. À la fin du quinquennat, c'est bien de s'en rendre compte. Mais est-ce qu'elle a réagi impulsivement, Marlène Schiappa? C'est-à-dire, elle l'a fait. C'est ce qu'elle fait tout le temps, Valérie. Oui, mais enfin, quand on est ministre, on imagine les conséquences. La conséquence, ça a été que ça a occupé tout l'espace médiatique hier, et qu'elle ne l'aurait pas fait, ça n'aurait pas peut-être pris cette ampleur-là. Non. Enfin, quand on voit le traitement médiatique qui entoure Zemmour, je suis un peu sceptique sur ce que vous dites. Après que Marlène Schiappa ait réagi de façon impulsive, j'ai envie de dire quoi de nouveau sous le soleil, quoi. C'est pas, elle est plutôt coutumière du fait. La vraie question, c'est sur le traitement en fait qui est réservé à Zemmour et comment est-ce qu'il faut réagir face à ça. Mais quelque part, j'ai envie de vous dire, ça bénéficie à Emmanuel Macron qui est pas encore en campagne, parce qu'en brandissant ce totem un peu extrémiste de l'extrême droite, Emmanuel Macron apparaît comme étant une figure rassurante, beaucoup plus modérée, plus pondérée. Quand j'entends que même Marine Le Pen aujourd'hui, on se dit c'est moins pire qu'Éric Zemmour, écoutez, dans ce cas-là, on est dans des situations qui, quand même, là aussi, doivent nous alerter. Je crois qu'Emmanuel Macron n'est pas du tout indifférent. Il était indifférent. Il en bénéficie. Ne serait-ce que parce que l'affaiblissement de Marine Le Pen du fait de la montée d'Éric Zemmour peut par ricochet profiter aux candidats de droite quel qu'il soit. Donc ça change complètement la donne pour Emmanuel Macron. Il a raison, Olivier. Il dit Zemmour, une centaine d'heures de débat, les médias, un quart d'heure d'invective autour de Vichy, des prénoms, d'une blague avec un fusil non chargé. Avec Zemmour, on n'attaque pas le fond, et je trouve que pour revenir au débat avec Mélenchon, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'on a eu deux bons monologues, mais on n'a pas eu un duel. C'est-à-dire qu'ils se sont pas combattus, et Mélenchon n'est pas venu sur son discours. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun homme ou femme politique qui vient sur le discours. Là, on l'attaque sur la côté. Il a visé avec mais c'est anecdotique. Mais Mélenchon était dans le mépris pour se faire pardonner d'avoir débattu avec Zemmour. Quand il l'appelle petit bonhomme, ça c'est un clin d'œil aux gens qui lui reprochent de l'avoir mis en valeur en débattant avec lui. Jean-Luc. J'ai entendu là que Emmanuel Macron n'est pas en campagne. Quand il fait ce match de foot dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'est pas en campagne. Il n'est pas déclaré candidat. Quand la République en marche à Marseille, vous le savez, tu le sais mieux que quiconque. Des tracts et donc qui mettent en avant le bilan d'Emmanuel Macron, ils ne sont pas en campagne. Non, mais il est en campagne, évidemment. Et d'ailleurs, on ne peut pas lui reprocher, je ne reproche même pas qu'il soit en campagne. Mais il est en campagne. Quant à Éric Zemmour, on le dit, on le répète, quand une personnalité comme lui, on va appeler ça essayiste, je suis gentil, fait autant d'heures de médias, je me répète par rapport à cela, évidemment que ça perce un tout petit peu. Je ne suis pas certain, moi, je l'ai déjà dit sur cette antenne, que les scores qu'il atteint aujourd'hui
soient des scores qu'il atteindrait dans une réelle présidentielle. Personne n'en est certain. Personne n'en est certain. Ce qu'on peut constater, c'est que le CSA, en incitant CNews à s'en séparer comme chroniqueur, lui a offert des heures et des heures d'antenne qu'il n'aurait pas eu, tout simplement pour des raisons pratiques. Parce que devant préparer et faire son émission tous les soirs en semaine, il n'aurait pas pu être présent comme ça sur le terrain, sur les plateaux. Judith, il ne préparait pas beaucoup ses émissions. Tu le sais bien. Vous plaisantez ou quoi ? Bah non, je ne plaisante pas du tout. Vous le prenez pour un génie alors parce que... Ah non, je ne le prends pas pour un génie, très loin de là. Non. Je suis comme toi, Judith, j'ai côtoyé Éric Zemmour assez régulièrement. Hein. Donc, on connaît le bonhomme. Hein. Je veux dire, c'est pas le plus gros travailleur de la planète. Hein. Ah, c'est faux. Non, mais c'est un très gros travailleur. Mais le problème, c'est que moi, je crois, effectivement, sur les sondages, on peut douter, mais tout va se jouer, là, tout va se cristalliser d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire que si Marine Le Pen reprend pas la main et se retrouve mi-janvier, fin janvier, dans les choux, là, il va y avoir un phénomène de siphonnage de Marine Le Pen qui peut être vraiment très dangereux. Alors là, je reviens sur effectivement, ça peut se faire peut-être au détriment, y compris de Marine Le Pen et de la droite. Mais là, c'est très dangereux. Là, je crois qu'il faut qu'on fasse attention sur cette question des sondages ou de l'incarnation, on va dire, dans l'opinion à un moment T. On est à 6 mois de la présidentielle. Hein. Pour le coup, moi, j'ai fait des marchés le week-end dernier. Je soutiens la candidature d'Anne Hidalgo pour aller présenter cette candidature aux gens. Croyez-moi, ils ne sont absolument pas projetés dans la présidentielle. Donc je crois que ils ne le sont pas. Enfin, vraiment, je vous assure. En province, c'est... Mais même en province, j'ai échangé avec un certain nombre de copains sur les territoires qui ont fait la même démarche que moi ce week-end. Les gens ne sont pas dans la présidentielle. Ils s'y intéressent de loin, ils le voient comme une perspective. Mais dans 6 mois, vous vous rendez compte ? En octobre 2016, on pense toujours que François Hollande va être candidat. En novembre 2016, Emmanuel Macron est testé pour la première fois. Pour la première fois dans les sondages. Le 2 novembre 2016, on apprend que François Hollande ne sera pas candidat à la présidentielle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut se passer plein de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, Éric Zemmour bénéficie d'une forme de stature médiatique. C'est pas une critique, c'est la réalité. Parce qu'il existe un certain nombre d'endroits, on le suit, on parle de lui, où pour l'instant, les gens s'identifient. Parce que par ailleurs, il agite les peurs. C'est sa façon à lui d'y répondre. Alors vous dites agiter les peurs, moi je dis... de voir, il fait un constat, il surfe. Je dis sort du déni. Alors, ensuite, sur la question purement politique, je crois que quand la campagne présidentielle sera effectivement lancée, qu'il y aura des propositions et qu'il va y avoir des choses un peu plus concrètes, on verra ce que ça va donner. Je ne dis pas que ça va complètement changer, mais simplement attendons de voir. Vraiment, souvenons-nous ce qui s'est passé octobre 2016. On n'en était absolument pas c'est évident. Dans la présidentielle et dans ce qui s'est passé après. Je veux dire, Emmanuel Macron arrive mi-décembre, on va dire, en tant que candidat. Il est élu en avril à la surprise de tout le monde. Je vous invite à revoir, peut-être si vous ne l'avez pas vu, le reportage de Édouard, mon pote de droite, sur Édouard Philippe. Et on le voit d'ailleurs, fin novembre, il pense toujours que Alain Juppé va gagner la primaire. Voilà, je dénigre pas là aussi, je critique pas, je dis juste attention. C'est fini, merci à tous les 4. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain. Merci.